député socialiste. Et on poursuit ce journal à 15h04, Sophie, en prenant la direction de New York pour y retrouver Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Grégory Volokin depuis Mescart Financial Service. Un petit coup d'œil d'abord grâce à vos activités dominicales, Jackson Hole, où vous avez été faire un petit détour. Qu'est-ce qui s'est dit? Comment vous avez ressenti les choses? Finalement, on a l'impression que les marchés avaient vraiment besoin d'aller regarder ce que se diraient nos grands banquiers centraux. Écoutez, moi, ce que je retiens en dehors de la beauté des paysages, c'est surtout que le discours, notamment de Stanley Fischer, qui est le numéro 2 de la Fed, est un discours qui est rassurant parce que, la Fed ne panique pas en voyant les mouvements des marchés, ce qui est tout à fait normal, mais deuxièmement, ne se laisse pas non plus influencer par ce que je dirais des événements extérieurs. La Fed fait la politique monétaire des États-Unis, pas la politique monétaire du monde, et cette politique monétaire doit s'ajuster à une croissance qui est franchement bonne. On a vu les chiffres de la semaine dernière, à un niveau de l'emploi qui est pratiquement idéal, juste au-dessus de 5%, et aux anticipations d'inflation. Même s'il n'y a pas de l'inflation aujourd'hui, il y en aura sûrement une fois. Qu'est-ce qu'on retient là, de cette semaine? En quelques mots, on s'étendra un petit peu plus nettement tout à l'heure, mais en bref. On retient surtout, je dirais, de l'extrême dépendance des économies occidentales à la Chine. Il ne faut pas oublier que maintenant, ça fait des années que tous les dirigeants européens vont essayer de vendre leurs produits en Chine, et que si la Chine tousse, évidemment, ça pose un certain problème. Mais je dirais, ce qu'il faut surtout en retenir, c'est que si vous regardez les États-Unis eux-mêmes, c'est seulement 1% des exportations américaines qui sont destinées à la Chine. Alors, je dirais, c'est pas un problème spécifiquement américain. Par contre, quand vous regardez beaucoup de compagnies européennes, là, il y a motif d'inquiétude. Pensez par exemple, je ne sais pas moi, à quelqu'un qui va vendre ses sacs Vuitton en plastique en Chine. 30% des activités d'un grand groupe français sont destinées à l'Asie. Donc, il y a problème. Merci beaucoup Grégory Volokin. Grégory Volokin depuis donc les bureaux de Mescart Financial Service à New York. Nous ici on poursuit le journal Sophie Tussaud et on évoque Free qui revend. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et on rejoint donc New York et Grégory Volokin. Rebonjour Grégory. Rebonjour Cédric. Quel regard, Grégory, portez-vous sur ce début de séance qui, pour le moment, est un petit peu mitigé du côté de vos indices new-yorkais? On a tendance, même sur le Dow Jones, à rejoindre le pourcent de baisse que l'on accuse à Paris. Oui, je dirais il ne faut pas tirer trop de conclusions sur ce qui va se passer cette semaine. C'est de nouveau, et pour la dernière fois, on peut le répéter cet été, une semaine où les principaux acteurs des marchés sont encore ou absents, ou surtout dans l'attente de prendre des décisions d'investissement avec un peu plus de visibilité. Donc que le marché rebaisse après la forte hausse qu'on a eue en fin de semaine dernière, c'est absolument naturel, mais ça se fait d'une façon ordonnée. On est très loin de la panique de lundi dernier. Bon, mais justement, vous prononcez le mot, tiens Grégory. Est-ce qu'il y a eu panique véritablement sur les marchés américains? C'est une très jolie question. Je dirais qu'il y a eu une panique des ordinateurs, il y a eu une panique des programmes de vente, il y a une panique de tout ce qui est programmé pour essayer de profiter d'une forte volatilité, mais je ne connais pas un investisseur institutionnel qui, lundi matin, la semaine dernière, dont moi-même, aurait vendu une action sur ce genre de mouvement. Donc c'est des mouvements qui sont, je dirais, naturels quand ils arrivent, mais les marchés ont changé. C'est plus des marchés d'investisseurs long terme. Vous avez des acteurs qui sont uniquement là des machines qui poussent les marchés un peu dans tous les sens et qui les ballottent. Et c'est pour ça que je dirais qu'il faut vraiment attendre le retour des vrais acteurs, des vrais joueurs, pour arriver à un début de stabilisation de ces indices, et que d'ici là, la volatilité risque d'être encore assez élevée. Et du coup, est-ce qu'il y a des leçons à tirer finalement de cet épisode, notamment je pense aux investisseurs, peut-être un petit peu moins chevronnés que d'autres, qui ont pu regarder avec un œil un petit peu inquiet ce mouvement un peu plus qu'épidermique?
Je dirais d'abord pourquoi être inquiet. Les marchés montent, les marchés baissent, ça c'est totalement normal. Je dirais la seule inquiétude qu'on pourrait avoir, je dirais, est plutôt une inquiétude de comment le marché est composé en ce moment. De voir que par exemple, vous aviez lundi dernier des titres qui avant l'ouverture étaient en baisse de 10, 15, 20%, et pas n'importe quel titre, enfin des poids lourds de la cote tels que Apple. Ça montre plus un dysfonctionnement des marchés actuellement dû à un manque de liquidité, dû aux nouvelles réglementations telles que Dodd-Frank, dû à l'importance de tout ce qui est ce trading fait uniquement sur des algorithmes et par ordinateur qu'autre chose. Donc pour un investisseur individuel, je dirais la grande leçon, s'il y en a une, c'est surtout de ne pas se laisser influencer par ce genre de mouvement. S'il est très très malin et très très fort, qu'il achète dans la baisse, qui est toujours difficile à faire, mais en gros, le moins on fait dans ce genre de tourmente, le mieux on s'en sort. Et qu'est-ce qu'il va falloir regarder maintenant, Grégory, sur les marchés, sur l'actualité macroéconomique, notamment aux États-Unis? On sait qu'on a eu le PIB la semaine dernière, on sait qu'on aura le chômage, on a eu, et vous nous l'avez rappelé tout à l'heure brièvement, Jackson Hole. Voilà, comment est-ce que vous analysez et ces aspects macroéconomiques et puis tout de même aussi la politique américaine qui finira peut-être par peser dans le débat, ne serait-ce parce qu'il y a cette espèce de gentleman agreement entre la Fed et les pouvoirs publics des États-Unis et la politique? Oui, alors je dirais d'abord la plus grande question, c'est que évidemment on est en train de voir une certaine décorrélation entre les marchés boursiers et l'économie américaine. Si vous regardez l'économie américaine, c'est quand même l'économie qui se porte le mieux au monde, et vous regardez les indices boursiers américains, par exemple le Dow Jones, c'est en baisse de 6% cette année. Donc décorrélation des marchés par rapport à l'économie. Alors si on attend maintenant des nouvelles économiques, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le chiffre de l'emploi de la fin de la semaine qui est important puisque c'est le dernier avant la réunion de la Fed. On sait que l'emploi va bien, donc je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on peut attendre de ce chiffre de l'emploi. Surtout, je pense que pour un investisseur actuellement, il faut mesurer l'exposition des compagnies qu'il a dans son portefeuille au pays dans lequel il n'est pas localisé. Je m'explique. Si vous êtes un investisseur américain, essayez d'investir le plus possible aux États-Unis puisque les choses vont le mieux possible ici. Essayez d'être le moins exposé possible à des pays tels que la Chine, la Malaisie, le Vietnam et j'en passe. Et c'est très facile à faire parce qu'il y a un énorme marché intérieur aux États-Unis. Pour un investisseur européen, c'est déjà beaucoup plus difficile puisque l'Europe est une grande exportatrice. Vous avez dans chaque secteur une grande part de ces exportations qui vont vers des pays dont l'économie ralentit, et notamment la Chine. Donc chaque zone géographique a d'autres challenges. Je dirais ici aux États-Unis, c'est s'isoler le plus possible de l'Asie, ce qui n'est pas si compliqué. En Europe, là, ça pose vraiment un gros problème de choix d'investissement. Et côté politique, ça va finir par avoir un rôle? Les marchés vont y prêter de plus en plus attention ou pas? C'est un peu trop tôt, mais par contre, je dirais que le côté politique a déjà un rôle, parce que Dodd-Frank, par exemple, qui a beaucoup limité les activités des banques, ce qui fait que les banques actuellement ne peuvent plus tellement intervenir avec leurs fonds propres sur les marchés. Dodd-Frank, c'était quand même une grande décision politique. Résultat de Dodd-Frank, actuellement, quand vous avez des tourmentes de marché, les banques s'asseyent sur leurs mains et ne sont pas là pour stabiliser ces marchés, tout simplement parce qu'elles n'ont plus les liquidités nécessaires pour le faire. Donc pour la politique maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment un paysage extrêmement intéressant aux États-Unis. On a chez les républicains quelqu'un qui n'est pas républicain, qui est Donald Trump, qui est un milliardaire, qui est aussi quelqu'un qui a vraiment, je dirais pas une grande gueule parce que c'est vulgaire, mais qui n'a pas la langue exactement de sa poche, en tout cas. Il n'a pas la langue de sa poche, mais surtout, il dit exactement ce que beaucoup de gens pensent, ce qui est très très important, puisqu'il reflète, je dirais, à beaucoup de niveaux, bien 30 ou 35% de ce que les Américains pensent, que ce soit par rapport à l'immigration, que ce soit par rapport à la Chine, que ce soit par rapport à beaucoup de sujets, à l'Iran, tout ce qu'on veut. Et puis en face, vous avez Hillary Clinton qui commence à perdre un tout petit peu de sa vigueur. Elle a ce scandale toujours qui lui traîne au pied de ses emails
essentiels qu'elle n'a pas donnés lorsqu'on les demandait de son serveur, mais surtout elle représente tellement un peu la vieille histoire, la vieille machine démocrate, ça fait plus vraiment rêver. C'est tous les liens justement non seulement avec Wall Street, avec les syndicats, etc. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend peut-être alors un peu de sang neuf, et ce sang neuf, il est pas si neuf puisque ça serait le vice-président américain Joe Biden, qui actuellement a une très très grosse cote de popularité aux États-Unis. D'abord parce que ça a été pendant 30 ans peut-être un des meilleurs représentants aux États-Unis, quelqu'un qui est très consensuel, qui sait faire avancer les choses entre les démocrates et les républicains, qui est extrêmement honnête, qui n'a pas de bagage financier et qui n'a rien à prouver. En plus, il vient de perdre son fils tragiquement d'un cancer. Son fils lui a dit sur son lit de mort, et c'est pas la petite histoire, c'est important. Il lui a dit, papa, ma dernière volonté, c'est que tu te présentes comme candidat aux élections. Et Biden pourrait peut-être vraiment transformer cette course, et ça serait extrêmement récent de voir ce qui se passerait à ce moment-là. Bon, voilà pour les noms de la politique américaine. Un dernier mot un dernier nom de la finance même, avec Warren Buffett. Vous aviez envie de nous dire un mot de cet oracle finalement des marchés? Écoutez, on l'appelle l'oracle de Omaha. Il l'a été pendant très longtemps. J'ai beaucoup de respect pour Warren Buffett. On regarde actuellement ses investissements, je dirais qu'ils battent de l'aile, parce que parmi ses plus grosses positions, par exemple, c'est des compagnies telles que IBM, qui n'est pas vraiment un pionnier de la nouvelle technologie. Il a investi dans les chemins de fer au pire moment, au moment où on a commencé à voir la baisse des cours de l'énergie. Les chemins de fer, ça transporte de l'énergie. Et là, il investit dans une compagnie Phillips 66, qui est un des grands raffineurs aux États-Unis. Il investit pratiquement au plus haut de la cote pour ses raffineurs. Alors pourquoi il fait ça? Je pense qu'il a beaucoup trop d'argent, il a besoin de placer cet argent d'une façon sûre. Donc c'est des paris qui sont assez sûrs, c'est des compagnies qui payent des dividendes, mais je dirais pas vraiment qu'il trace l'avenir ni des investissements aux États-Unis, ni même de la finance ici. On dira que c'est sûr mais pas audacieux, c'est ça? Voilà, ça manque d'audace, mais enfin bon, quand vous mettez 5 milliards de dollars dans une compagnie, il faut de toute façon avoir déjà un peu d'audace. Merci beaucoup Grégory Volokhin, donc pour ce point très complet sur début de séance et l'ambiance qui règne outre-Atlantique en ce début de semaine. Donc Grégory Volokhin depuis Mescart Financial Services à New York.